Dober dan v Evropskem magazinu. Evropski komisar Janez Potočnik je junak Zemlje 2013. Nagrado je prejel v okviru okoljskega programa Združenih narodov. Protecting environment is actually protecting ourselves. It's about future. It's not only about our future, it's the future of all of us who share this planet Earth. It's more than economy, it's our life. For me, one of the most important answers to present and future challenges is to build a basis for a different quality of growth. One that allows us to live within the limits of our planet. When I was an economy student, they taught us that water and air are free commodities. These are commodities without price. It took us only 3 decades that we understand that these are actually priceless commodities. I'm convinced that our future will be very much shaped by how well we manage existing limited resources: water, land, energy, oceans, raw materials, biodiversity, ecosystems, and the complexity of their interactions, because our lives depend on them. This is why in the European Union we have made the efficient use of natural resources a central pillar of our growth strategy. What we are doing is creating the conditions to move towards a green economy, a circular economy where, like in nature, everything is used and reused and nothing is ever wasted. Environmental challenges concern all of us. Polluted water flows across national borders through rivers and lakes. And the same goes for polluted air. We will only ensure lasting results if we work together at all levels: local, regional, national, European, and also global. Global commitment is crucial if we want to ensure a safe and sustainable future for everybody. It is obvious that we should stop talking and start acting. We have only one Earth to protect, and we are all responsible to do it. Evropski državljani si prizadevajo zaščititi evropske vode. Evropski parlament pa želi izboljšati kakovost površinskih voda. 33 mikroonesnaževal je prepovedanih. Evropski parlament jih želi prepovedati 48. Sébastien Dendoncker est ingénieur agronome. Il est spécialisé dans la réhabilitation de cours d'eau qui ont fortement souffert de l'activité humaine. C'est le cas de la Vesdre en Belgique. Pour évaluer le travail à accomplir, il n'y a qu'un moyen, chausser des bottes et mettre les pieds dans l'eau. Là, qu'est-ce que vous contrôlez en fait? Donc en fait ici, je regarde la structure de la berge. Donc on voit qu'il y a une végétation qui s'est développée. Malheureusement, en dessous de la végétation, c'est des gabions. Et donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'habitat propice pour les poissons, quoi. Et les gabions sont des casiers de fil de fer remplis de cailloux. Donc on travaille justement pour que le cours d'eau ait des berges naturelles par exemple et ait des habitats compatibles avec la vie des poissons. Donc par exemple des frayères, on crée des frayères, des caches à poissons, des zones, des petites îles, des zones où la végétation va pouvoir se développer et qui finalement ces zones vont abriter un maximum de biodiversité, aussi bien la flore que la faune. Il y a 20 ans, ce travail aurait été impossible. La Vesdre était trop polluée par des activités industrielles ou par la simple proximité d'habitations. Actuellement, c'est un cours d'eau qui revit grâce à la construction des stations d'épuration. Donc différentes stations d'épuration ont vu le jour le long de son linéaire et ces stations ont permis vraiment d'améliorer la qualité d'eau. Quelques kilomètres en amont de la rivière se trouve en effet une station d'épuration. Elle traite les eaux usées d'une agglomération de plus de 110 000 habitants. Cette station traite les pollutions macro-éléments, donc le carbone, l'azote, le phosphore. Si vous n'aviez pas cette station, vous auriez toujours
une pollution extrêmement importante avec une eutrophisation importante du cours d'eau et une flore et une faune dans la Vesdre qui serait nettement moins diversifiée que celle qu'on trouve au jour d'aujourd'hui. Mais cette station d'épuration a ses limites. Si elle arrive à retenir les polluants les plus gros, elle est quasi impuissante face aux polluants les plus petits, les micropolluants. L'Union en a identifié 33 à proscrire et négocier avec le Parlement européen pour en ajouter 15 de plus à la liste. On y retrouve des pesticides, mais aussi des produits pharmaceutiques comme des hormones. Un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics. Traiter l'eau dans le cours d'eau, je pense que ce n'est plus possible. Il faut empêcher la substance d'arriver dans le cours d'eau, soit en traitant le polluant donc dans le rejet, avant rejet, soit en utilisant le produit différemment, soit en supprimant, en interdisant l'utilisation de ce produit qui pourrait poser problème. These screen substances of over 2000 down to this famous now 48, but you have to know that's an ongoing process, you see. And every time when new knowledge is coming into place, of course, this list can be changed. But for the moment, I think there is common understanding that we are now dealing with the most important 48 substances, and the next review will be due in some years, and maybe we have to add some more of them. Retour le long de la Vesdre avec Sébastien qui garde espoir de voir un jour revenir des poissons qui ont aujourd'hui disparu de la rivière. Quelques saumons sont revenus, entre 10 et 20 saumons, donc pour l'instant c'est très très faible. Mais ça prouve que le saumon est de nouveau capable de vivre dans ces écosystèmes, dans un cours d'eau comme la Vesdre, même s'il reste énormément de travaux à faire en termes d'amélioration de qualité d'eau. Il y a encore des choses à améliorer. Les pêcheurs devront sans doute attendre une dizaine d'années avant que de tels poissons ne soient accrochés au bout de leur ligne. Od gozdov in lesa v Evropi živi več kot 3 milijone ljudi. Gozdovi prekrivajo 42% ozemlja Evropske unije. Evropska komisija bo kmalu izdala akcijski načrt za evropske gozdove. Spletna televizija Europarl TV pa je na terenu preverila, kakšne gospodarske prednosti prinaša pametna raba virov v kriznih časih. Nicolas a la trentaine et depuis 8 ans, il se rend tous les jours en forêt pour y travailler. Il est responsable des achats en bois pour une scierie. Elle transforme quotidiennement 400 mètres cubes de troncs d'arbres. C'est déjà beaucoup, oui. On n'est pas une des plus grosses scieries en capacité, mais on fait partie des scieries de taille moyenne. Et nous allons visiter une parcelle mise en vente par un propriétaire. C'est une parcelle d'épicéa. Et donc moi, mon rôle, c'est de voir si la qualité des bois peut correspondre à nos besoins à la scierie. Il faudra à Nicolas rouler longtemps avant de pouvoir évaluer la parcelle qu'on lui propose. À une vingtaine de kilomètres de là, tous les jours, des dizaines de camions alimentent en bois cette papeterie. Elle est installée dans les Vosges depuis plus de 20 ans et produit 600 000 tonnes de papier journal par an, de quoi satisfaire la consommation annuelle française. Il y a 3 principales raisons pour lesquelles le site s'est placé ici. Nous sommes au sein du massif vosgien, l'air naturel du sapin de l'épicéa, essence que nous utilisons. Il y a la présence d'eau avec la Moselle. Nous avons besoin de 15 000 m3 d'eau par jour. Et enfin, l'électricité qui à l'époque, il y a 20 ans, était moins chère que dans les pays voisins, la Suisse ou l'Allemagne. L'implantation de ce géant du papier a attiré d'autres entreprises à proximité, toutes confortées dans leur choix par les synergies pouvant exister avec le papetier. Nous avons essayé de développer des activités à la périphérie de la nôtre dans lesquelles on pouvait vendre des produits ou vendre des services. Alors, vendre du bois, on sait acheter le bois et approvisionner une usine. C'est ainsi que l'usine qui s'est installée à côté de nous, Pavatex, nous l'approvisionnons en bois en même temps que nous. Mais aussi, nous fabriquons de la vapeur, nous lui fournissons la vapeur. Et d'autres services comme la maintenance pour une autre petite usine qui s'est installée sur notre site. La dernière usine à s'être implantée sur zone suisse. Elle produit des panneaux d'isolation en fibre de bois. Le coût de son installation a été de plus de 60 millions d'euros, dont 1,7 proviennent de fonds européens. Son voisin lui permet de faire de belles économies et d'être plus respectueuse de l'environnement. Nous avons pu certainement, grâce aux synergies avec Norske Skog, pu réduire notre dépense en investissement de 20% et nos coûts opérationnels d'à peu près 10%.
La forêt est une des premières sources d'énergie renouvelable dans l'Union et une surexploitation des ressources inquiète ces industriels. Elle tirerait les prix du bois vers le haut. À Bruxelles, ce député européen veut développer le potentiel économique des forêts. Je pense que l'Europe se doit d'impulser, par exemple dans des domaines stratégiques comme la recherche. Il y a énormément de progrès à faire dans la recherche en ce qui concerne le bois, y compris d'ailleurs dans l'utilisation du bois à travers des fuels verts, des moyens de se substituer à des énergies plus traditionnelles. Retour avec notre acheteur de bois. Après quelques minutes de marche, nous arrivons au cœur du massif forestier des Vosges. Nicolas a désormais les yeux rivés sur la cime des arbres qui l'entourent. Sa mission, estimer le prix qu'il devra offrir pour acquérir le lot d'arbres mis en vente. Les critères sont nombreux. Moi, ce qui m'intéresse sont des bois relativement élancés, comme on peut voir tout autour de nous. Bien cylindriques, donc des bois qui se tiennent bien et peu de branches. Et s'il y a des branches relativement fines. Ce qui nous permettra en scierie, nous, après, de pouvoir faire des sillages de bonne qualité. De retour à la voiture, Nicolas rédige une offre d'achat. Le principe est simple, le plus offrant remporte le lot. La concurrence est rude. Il faut être très vigilant et si on a besoin de bois, ne pas forcément hésiter en fonction de nos capacités à mettre un prix un petit peu plus important que les autres. Réduction du CO2, énergie renouvelable, éco-construction, la forêt a de l'avenir devant elle. Les États de l'Union devraient en profiter. Ob koncu oddaje pa še v pragozdove, ki skrivajo nekatere zaklade, kot so zdravilne rastline. Nekatera podjetja si ta naravna bogastva prilaščajo za izdelavo lastnih zdravil. Pozdravljeni, dobrodošli v Od A do Ž. Ojoj, ne počutim se dobro, vročino imam. Zdravnik mi je predpisal zdravilo, bomo videli, ali bo pomagalo. Ali veste, da je polovica naših zdravil polna naravnih dobrot? Uporabljajo vire, ki pripadajo državam v razvoju. Naj pojasnim. V pragozdovih Južne Amerike in na velikih planjavah Azije in Afrike so dragoceni viri. To so rastline, ki imajo posebne zdravilne lastnosti. Domorodci dobro poznajo njihovo koristnost. Njihove skrivnosti prenašajo iz generacije v generacijo. Toda v zadnjih letih so se nekatera velika farmacevtska podjetja začela zelo zanimati za te rastline in njihove skrivnosti. To imenujemo biopiratstvo. Dogaja se, da večnacionalna kozmetična, živilska in farmacevtska podjetja zaplenijo oziroma si prilastijo znanje domorodcev in kmetov. Nato to znanje patentirajo in ga lokalno prebivalstvo več ne sme uporabljati. Oglejmo si primer Larryja Proctorja. Morda vam to ime ne pove veliko. Zgodilo se je v 90-ih letih. Ameriško podjetje Proctor je v Združene države Amerike prineslo vrečo mehiškega fižola. Izboljšali so semena, da je fižol dobil lepo rumeno barvo. Iznajdbo so patentirali. Hoteli so postati lastniki fižola, da ga ne bi bilo več mogoče prodajati ali uvažati brez plačila odškodnine za uporabo patenta. Mali kmetje, ki že stoletja pridelujejo in izvažajo ta fižol, morajo zdaj plačevati odškodnino gospodu Proctorju, da lahko izvažajo svoj fižol. To je velika grožnja prehranski neodvisnosti po vsem svetu. Na srečo je bil patent pred 5 leti preklican, toda to nakazuje širši problem. Vse več podjetij razvija izdelke z uporabo bioloških virov, kot so rastline, živali in mikrobi, ali z uporabo delcev bioloških virov, kot so celice ali geni. Vlagajo patente, da bi postali lastniki svojih iznajdb. Na to imajo izključno pravico, da jih prodajajo. To je zelo razširjena praksa v industriji. Velik del kozmetičnih, farmacevtskih, živilskih in kmetijskih izdelkov uporablja naravne vire, ki pripadajo vsem. Zelo smo navdušeni nad patenti v Evropski uniji in nad zaščito intelektualnih pravic. Gre za to, da v deželah v razvoju zagotovimo, da imetniki intelektualne lastnine, ki je zelo pomembna za vse ljudi na svetu, ne bodo nekega dni soočeni z dejstvom, da jim je ta lastnina odvzeta in nekdo drug z njo na veliko služi. Da bi omejili takšno plenjenje, morajo novi evropski predpisi podjetja zavezati, da navedajo poreklo sestavin, ki jih uporabljajo v izdelkih, od lastnikov pridobijo dovoljenje za uporabo, z njimi delijo dobičke.
Kako daleč lahko gremo pri patentiranju bioloških virov? V parlamentu in številnih državah poteka silovita debata, kajti v Evropi kmetijska podjetja vlagajo patente za številna semena. Zaradi tega nekateri kmetje ne smejo več saditi lokalnih rastlinskih sort. Sicer plačajo kazen. To ni pošteno. Adijo!